Rentrée judiciaire de la Cour de comptes, exercice 2026-2027 devant le magistrat suprême, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette cérémonie solennelle, Jimmy Munganga Ngwaka, premier président de la Cour des comptes, a rappelé l'urgence de rompre avec les pratiques d'opacité et d'impunité, tout en insistant sur le renforcement de contrôle dans les entreprises du portefeuille de l'État. Et puis le directeur général adjoint du FPI Blaise Mastaki Birinwa a conduit une importante mission en Mbujima et dans le Kasaï oriental afin d'évaluer l'état d'avancement des infrastructures réalisées dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités sociales. Plus de 500 cadres et agents de l'inspection générale des finances IGF lancés à l'école du savoir simultanément à l'ENA et à l'ENEF en vue de préparer cette administration de contrôle rattachée à la présidence de la République à une mutation numérique et à la maîtrise de l'éthique d'un agent public de l'État. Le développement de ces titres est en dot dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Lambert Yoma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Vous faites bien de regarder, mesdames et messieurs, Fiscalité et Développement, ce magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Rentrée judiciaire 2026-2027 à la Cour des comptes le mardi 3 mars 2026 au Palais du Peuple. C'était devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette occasion, le premier président de cet organe supérieur de contrôle de gestion des fonds et deniers publics, Jimmy Munganga Ngwaka, a annoncé un renforcement de contrôle sur les entreprises du portefeuille tout en insistant sur le devoir de redevabilité comme une obligation à la fois morale, juridique et démocratique pour tout gestionnaire public. Didi Mavambo et Armen Goma pour le reportage. Hémicycle du Palais du Peuple, c'est la rentrée judiciaire à la Cour des comptes en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, des présidents de 2 chambres du Parlement ainsi que de quelques membres du gouvernement et autres distingués invités. Au cours de ce nouvel exercice, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a promis que son institution va renforcer ses contrôles sur les entreprises du portefeuille de l'État et les établissements publics. Le patron de l'organe supérieur de contrôle de gestion de fonds et deniers publics a soutenu que ce renforcement des contrôles devra se faire dans un contexte caractérisé par des mécanismes internes de contrôle inefficaces au sein de certaines entités publiques. Jimmy Munganga a déclaré également que la Cour des comptes doit jouer entièrement son rôle de contrôleur en mettant l'accent sur la régularité, la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques. Les diagnostics alarmants dressés par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, lors des états généraux des entreprises publiques demeurent pleinement d'actualité. La gestion des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics continue de poser de sérieux problèmes de gouvernance. Conformément à l'article 180 de la Constitution, la Cour des comptes est compétente pour contrôler tous les organismes publics, entendus comme toute entité créée, contrôlée ou majoritairement financée par l'État, indépendamment de leur régime juridique. Très peu de mandataires publics transmettent régulièrement les comptes annuels de leurs entités à la Cour des comptes, échappant ainsi à leurs obligations de redevabilité. L'ignorance alléguée de la loi organique ne saurait, en aucun cas, constituer une excuse dès lors qu'il est des principes généraux de droit que nul n'est censé ignorer la loi. Cette défaillance persistante met, en effet, en péril la performance économique nationale. La Cour des comptes veillera à y mettre un terme.
Devant le chef de l'État, le premier président de la Cour des comptes a insisté sur le devoir de redevabilité qui concerne le gouvernement, les ministres du budget et des finances, les régies financières, les comptables publics, les mandataires publics ainsi que les corps de contrôle relevant de l'exécutif central. C'est dans cette logique que plusieurs mandataires publics se retrouvent devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières de la Cour des comptes afin de répondre de fautes de gestion relatives à la non-transmission ou pas dans les délais légaux des comptes annuels des institutions sur leurs responsabilités. Face à l'inefficacité relative des mécanismes internes de contrôle, commissaires aux comptes, conseil d'administration ou tutelle, la Cour des comptes accentuera ses contrôles sur les entreprises du portefeuille et des établissements publics au cours du nouvel exercice judiciaire. En ce moment, des mandataires publics comparaissent devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières de la Cour des comptes pour répondre de fautes de gestion mises à leur charge du fait de la non-transmission à la Cour des comptes annuels des entités placées sous leur gestion. Bien entendu, ceux des mandataires dont la culpabilité sera établie seront sanctionnés conformément à la loi. Autre temps fort de cette cérémonie de rentrée judiciaire, c'est la remise officielle au chef de l'État par le premier président de la Cour des comptes du rapport public annuel pour l'exercice 2024-2025, conformément aux dispositions contenues dans la loi organique régissant cette institution supérieure de contrôle. Cette rentrée judiciaire a été placée sous le thème « Le respect du devoir de redevabilité, gage d'une gouvernance financière saine et responsable en République démocratique du Congo ». Elle rappelle à tous les mandataires et gestionnaires publics l'obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources mises à leur disposition. Le jeudi 5 mars 2026, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la réunion du comité de conjoncture économique consacré au suivi des finances publiques, à l'évolution des prix et aux impacts potentiels de la crise au Moyen-Orient sur l'économie nationale. Écoutons le VPM Daniel Mukoko Samba qui a fait office de porte-parole de cette réunion pour le compte rendu. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous nous sommes appesantis sur la situation des finances publiques qui a besoin de mesures fortes visant à renforcer les recettes, mais également à mieux contrôler les dépenses de manière à faciliter la régularisation de la paye de salaire, parce que vous aurez noté qu'il y a eu quelques décalages dans la paye des salaires des fonctionnaires. Et pour le moment, le gouvernement envisage une série de mesures qui ont été présentées par Monsieur le ministre des Finances pour améliorer la mobilisation des recettes, mais également en sus de l'instruction du président de la République portant sur l'audit de l'état liquidatif de la paye. Nous avons convenu des mesures urgentes à prendre de manière à soulager la trésorerie de l'État. Mais nous avons également regardé l'impact que pourrait avoir la guerre qui secoue le Moyen-Orient pour le moment. D'abord sur le plan général de l'économie dans son ensemble, mais beaucoup plus particulièrement sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et nous avons aussi envisagé quelques mesures urgentes à prendre dans ce domaine plus particulier, de manière à maintenir la stabilité des prix des produits pétroliers et, le plus important, à maintenir aussi l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers. Lancement simultané de 2 sessions de renforcement des capacités de plus de 500 cadres et agents de l'Inspection générale des finances, IGF, à l'École nationale de l'administration ENA et à l'École nationale des finances NF. Le patron de l'IGF, Christophe Bitasimois, veut s'assurer de la montée en compétences de chaque collaborateur en vue d'atteindre les performances attendues de l'administration par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage.
Je déclare lancer cette session de formation continue des agents et cadres de l'administration de l'Inspection générale des finances. L'Inspection générale de finances s'élance dans un vaste programme de formation de ses agents et cadres. Ce lundi, le chef de service de l'Inspection générale de finances a procédé au lancement simultané de des sessions de renforcement de capacité à l'École nationale de l'administration ENA et à l'École nationale des finances ENEF. Plus de 500 agents et cadres de l'IGF sont concernés par ces programmes qui visent à préparer l'administration de l'Inspection générale de finances à une mutation numérique et la maîtrise de l'éthique d'un agent public de l'État. Les patrons de l'IGF, Christophe Bita-Simon, voudraient s'assurer de la montée en compétence de chaque collaborateur en vue d'atteindre la performance attendue de l'administration par le chef de l'État. Cette formation est d'autant plus importante que, selon la vision du chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, l'administration publique doit être performante. Elle est l'épine dorsale d'un État que nous voulons performant, et qui dit administration dit d'abord ses acteurs. Ce sont les fonctionnaires qui sont les gens qui agissent au nom de l'État. L'État ne sera performant que si ses agents sont performants. Les partenaires étatiques de l'Inspection générale des finances sont conscients du challenge qui les attend, comme l'ont relevé tour à tour les directeurs généraux de l'ENA et de l'ENEF. Nous allons mettre en œuvre notre ingénierie pédagogique pour garantir une formation de qualité. Nous pensons que je l'ai dit dans mon discours que l'Inspection générale des finances a fait le bon choix. Et nous croyons qu'ils ne seront pas déçus. Et parce que nous avons des formateurs ici, des Congolais, mais qui n'ont pas été mis au travail. Ils sont au travail dorénavant à l'école et l'Inspection générale des finances va profiter de cette compétence-là. Il convient de noter que ce programme des formations s'étend sur toute l'année, mais pour cette première série, les formations se clôtureront au mois de mai. Cérémonie d'hommage au président de la délégation syndicale nationale de la Direction générale des douanes accises, DGDA, Désiré Itegua, parti en retraite après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. C'était le dimanche 1er mars au restaurant royal de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Didi Mavambo, Christian Kenina. Restaurant Royal, nous sommes à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Le président de la délégation syndicale nationale de la Direction générale de douanes et accises de GDA, Désiré Itegua Ntsiko, parti en retraite, accompagné de son épouse, est accueilli par une femme douanière syndicaliste. Une cérémonie haute en couleur est organisée par l'ensemble de la communauté syndicale de la DGDA pour rendre hommage à celui qui était président syndical national depuis 18 ans. Engagé depuis 1991 à l'OFIDA, aujourd'hui DGDA, au terme d'un concours de recrutement des brigadiers, Désiré Itegua Ntsiko a commencé sa carrière douanière dans la direction provinciale de la DGDA Sud-Kivu. En 2008, il sera affecté à Kinshasa où il sera élu président de la délégation syndicale nationale en 2009. Des présidents des délégations syndicales de quelques provinces douanières ont effectué les déplacements de Kinshasa pour honorer Désiré Itegua Ntsiko, parti en retraite. Durant sa présidence, cet homme calme, intelligent, sage et intègre va s'engager pour la dignité et la survie de retraités de la DGDA en créant la caisse d'épargne salariale. Son combat était le bien-être social des douaniers qui a conduit à une paix sociale entre les Gabelous et la haute direction au sein de cette régie financière, comme l'a reconnu Paul Loulou, président provincial syndical de la DGDA au Katanga, qui s'est exprimé au nom de l'ensemble de la communauté syndicale nationale. Le président national que nous célébrons aujourd'hui a été un acteur majeur dans
tous les combats sociaux des travailleurs. De l'OFIDA à la DGDA, il n'a jamais failli à son devoir de participer à la lutte pour défendre les droits sociaux et économiques des travailleurs et de préserver le patrimoine de l'entreprise qui constitue un bien commun. Nous saisissons donc cette occasion, Monsieur le Président, pour vous assurer, chers camarades, que votre rôle essentiel auprès de la masse laborieuse et du patronat a été un élément catalyseur à la stabilité de la douane congolaise. Ce rôle a permis d'importantes réformes sociales, entraînant une mobilisation accrue de recettes du trésor public afin de fournir à l'État congolais les ressources nécessaires à son fonctionnement. Durant son règne comme président de la délégation syndicale nationale de la DGDA, Désiré Itegwantiko a mené plusieurs combats pour défendre l'intérêt général et promouvoir la justice sociale ensemble avec l'intersyndicale. Je rappelle une fois de plus que des combats et des luttes ont été menés sur plusieurs fronts. Certains ont été remportés, d'autres sont en cours de négociation. Comme je le disais à travers mon dernier message adressé à la délégation syndicale il y a 2 semaines, au cours de ces années de lutte, sous l'encadrement de l'intersyndicale, nous avons eu le privilège de représenter les intérêts du personnel, de défendre leurs droits et de contribuer avec toutes et tous au renforcement du dialogue social au sein de notre administration. Cette mission n'aurait jamais été possible sans votre confiance, sans votre engagement et sans votre solidarité. Désiré Itegwantiko a aussi remercié l'ensemble de la communauté douanière pour sa collaboration dans la défense des intérêts des douaniers et la promotion de la paix sociale. Je garde encore frais en mémoire les souvenirs d'une collaboration sincère avec chacune et chacun de vous, parfois engageante mais toujours constructive, guidée par notre volonté commune de préserver la dignité du douanier ainsi que promouvoir une administration plus forte, plus équitable et tournée vers l'avenir. En ce moment où je quitte l'administration douanière en toute humilité, je reste convaincu qu'avec les concours et la volonté de chacun de vous, de nouvelles idées et de nouvelles orientations seront définies pour porter davantage très haut le flambeau de la DGDA. Permettez-moi également de dire un mot à l'attention de Monsieur le Directeur Général et à toute la haute direction. L'excellence et la qualité de notre partenariat avec la haute direction ont permis de cheminer ensemble dans la paix. Cette paix qui a facilité d'asseoir un dialogue social sincère, gage des résultats obtenus au regard des missions dévolues à la DGDA. Autre temps fort au cours de cette cérémonie d'hommage, c'est la remise symbolique des cadeaux et d'une enveloppe consistante en signe de reconnaissance pour tout ce qu'a mené comme lutte le nouveau retraité, Désiré Itegwantiko. Instant de photos souvenirs. Puis, c'est au tour d'un verre et d'un repas que la cérémonie d'hommage à Désiré Itegwantiko s'est terminée. Il va dans une retraite heureuse et honorable après avoir accompli près de 35 ans de bons et loyaux services au sein de la douane congolaise au profit de la nation congolaise. Évaluer les recettes non fiscales réalisées en 2025 et envisager des stratégies pour accroître les réalisations en 2026. C'est l'objectif de l'atelier organisé vendredi 6 mars 2026 en Bujimaï. Celui-ci a mis en face la direction provinciale de la DGRAD, ex-Kasaï oriental, et les responsables des différents services d'assiette.
Tous les détails avec Emery Kazadi Tchibangou, notre correspondant permanent dans cette partie du pays. Je nous exhorte à faire preuve de rigueur pour atteindre nos objectifs de conformité et de performance. Accompagnons le chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réussite de son projet de société, sera une façon pour nous de lui dire merci pour les réalisations visibles dans notre cher commerce. C'est le Merveille Hôtel dans la commune de la Kanchi, ville de Mbujimaï, qui a abrité cet atelier dont les travaux ont été conduits personnellement par la directrice provinciale de la DGRA d'Aix-Kasaï oriental. D'entrée des jeux, Madame Alice Ndela Moko a tenu à préciser que l'évaluation du jour ne concernait pas toute sa juridiction, c'est-à-dire l'ex-province du Kasaï oriental, mais uniquement l'actuel Kasaï oriental, les responsables des ressorts de l'Omami et du Sankourou n'ayant pu effectuer le déplacement de Mbujimaï. S'adressant aux responsables des services d'assiette et ou leurs représentants, elle a fait savoir que les recettes réalisées au cours de l'exercice 2025 n'ont pas été à la hauteur des espérances. Voilà pourquoi Madame Alice Ndela Moko a invité ses interlocuteurs à se mettre debout pour dénicher et activer les actes générateurs des recettes encore en veilleuse afin de remonter la pente et atteindre les assignations de 2026 qui sont d'ailleurs revues à la baisse, le secteur minier étant improductif en ce moment avec la chute de l'Amiba et de la SACIM, les deux grandes entreprises qui pourvoyaient l'essentiel des recettes. Sur le 2025 n'était pas fameuse parce que nous n'avions pas dépassé les assignations sur les 10 milliards, plus de 10 milliards nous assignés, nous étions à 51,24%. Oui, nous savons que nous, de la province, c'est là où il y a des minéraux, on a toujours tendance à croiser les bras et à attendre seulement les minéraux. Et c'est ça ce qui a fait que toute l'année, on a fait l'effort de sillonner les provinces qui regroupent l'ex-Kasaï oriental pour essayer un peu de sensibiliser les chefs des ressorts, d'oublier un peu les recettes minières et se focaliser sur les recettes classiques. Et c'est ça ce qui a fait que nous puissions même atteindre les 51,24%. Et pour cette année, nous avions pris l'engagement de faire des efforts pour chercher des niches, chercher des actes dormants dans d'autres services pour que nous puissions faire un effort d'hausser les recettes de 2026. Après le mot de la directrice provinciale de la DGRA d'Aix-Kasaï oriental, la parole a été accordée aux différents responsables et représentants des services taxateurs. Ces derniers ont partagé leurs difficultés qui ne leur ont pas permis de réaliser les recettes attendues d'eux avant d'envisager certaines stratégies pouvant permettre de les contourner. Le secteur de la justice s'est même dit disposé à accompagner tous les services d'assiette face aux assujettis inciviques. Cette volonté de mieux faire a été appréciée par la directrice provinciale de la DGRA d'Aix-Kasaï oriental qui projette un autre atelier avec les assujettis et leur corporation. Les services d'assiette, ils étaient vraiment contents, très contents de ça. Ils nous ont même félicité parce qu'eux aussi attendaient que la DGRA puisse organiser de telles manifestations, d'échanges qui lui permettront de décanter les difficultés que nous traversons ensemble. Premièrement, nous avions organisé la matinée avec les services d'assiette parce que ce sont nous qui faisons le travail. Les opérateurs économiques, comme tout commerçant, on ne peut pas les laisser comme ça parce que les autres disent qu'ils ne sont pas au courant de tous les actes que nous sommes en train de recouvrer. Comme nous venons de terminer avec les services d'assiette, nous avions déjà organisé, si pas au mois d'avril, ce sera au mois de mai, de rencontrer tous les opérateurs économiques et de leur expliquer la mission de la DGRA et leur devoir comme assujettis à payer les taxes de l'État parce que ce sont ces recettes-là qui entrent dans le budget. Rappelons que sur plus ou moins 10 milliards de francs congolais attendus, la DGRA des directions provinciales de l'ex-Kasaï oriental n'a pu réaliser que près de 5 milliards et 100 millions de francs congolais. Par rapport à la chute du secteur minier, les assignations pour 2026 ont été ramenées à plus ou moins 7 milliards, un niveau que la DGRA d'Aix-Kasaï
oriental est capable d'atteindre et même dépasser si chaque service se met à l'œuvre. Pour cela, les ordonnateurs seront affectés dans les différents services afin de mieux encadrer les recettes au profit du trésor public. Un communiqué conjoint de Gérald Camille dans cette émission. Il porte sur le paiement des droits superficiaires annuels par carré. Marlène Bassoussou, Sessakoumou, nous en fait la lecture. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérald, en sigle, et la Direction générale des cadastres miniers, CAMI en sigle, informe les titulaires de droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2026 sont disponibles au guichet du CAMI situé à Kinshasa, au croisement des avenues Polo Maurice et Kassavubu dans la commune de la Gombe, à Lubumbashi, avenue Lumumba, numéro 2575, commune de Kapemba, à Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Canon, commune de Makiso, à Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent, tous les titulaires et leurs mandataires munis d'une procuration sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement au plus tard le 31 mars 2026, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ces délais, les CAMI se réservent le droit d'enclencher la procédure de déchéance du droit minier et ou des carrières non payées, et ce, sans préjudice de l'application par la DGRAD des pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, nous rappelons que, conformément à l'article 196 du Code minier, le maintien de la validité des droits miniers et ou des carrières est notamment subordonné au paiement des 100% des droits superficiaires annuels. Fait à Kinshasa, le 5 février 2026, pour les CAMI, pour les directeurs généraux en mission, Jacques Mouyumba Ndouboula, directeur général adjoint, pour la DGRAD, Étienne Ouchoudi Loutoula, directeur général. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a été reçu en audience le lundi 2 mars 2026 par le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé Claude Toumba Batou Konki. Ils ont échangé sur des projets structurants à financer notamment la construction du barrage de Mbombo à Kananga et l'érection des industries agro-pastorales dans cette province du centre de la République démocratique du Congo. Regardez. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Claude Batou-Konki, a reçu ce lundi à Kinshasa le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou. Une rencontre stratégique centrée sur des projets structurants, appelés à redessiner le paysage économique de la province. Au terme des échanges, deux annonces majeures ont marqué ce tête-à-tête institutionnel. Première annonce, la construction du barrage hydroélectrique de Mbombo à Kananga, un projet énergétique d'envergure qui sera réalisé avec l'appui de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Les études des faisabilités sont déjà bouclées. Une mission conjointe FPI-ANSER est attendue sur le site dans les prochains jours pour enclencher le processus opérationnel. L'objectif est de fournir une énergie stable et durable à la population dans un délai de 18 mois après le démarrage des travaux. Au-delà de l'accès à l'électricité, ce barrage constitue un levier stratégique pour l'industrialisation locale, l'essor des PME et l'amélioration des conditions de vie. Deuxième annonce forte est l'implication industrie agro-pastorale dans la province. À la suite de la mission économique RDC Afrique du Sud organisée récemment par le FPI, des investisseurs sud-africains ont manifesté un intérêt concret pour l'agrobusiness au Kasaï central. Au programme, une grande unité de production laitière, des industries de transformation des jus et d'autres produits manufacturés. Ces investissements concerneront Kananga ainsi que plusieurs autres agglomérations de la province. Parmi les impacts attendus, l'on note la création de chaînes de valeur locales,
génération d'emplois, stimulation de la production agricole et avancée vers l'autosuffisance alimentaire, avec en perspective des effets d'entraînement sur les provinces voisines. Pour le directeur général du FPI, l'ambition est de financer des projets à fort impact pour accélérer la croissance économique nationale et soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en matière de développement intégré. Je pense que c'était une occasion formidable pour nous, une occasion pour nous retrouver, parce qu'il faut avouer que depuis que je suis gouverneur, je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer le DG. Mais lui aussi, depuis qu'il est DG, il n'avait pas eu l'occasion de me rencontrer. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour nous présenter mutuellement les civilités, mais aussi parler un peu du développement de la province du Kasaï central. J'avais en tête l'idée de le rencontrer pour lui présenter tout ce que nous, comme province du Kasaï central, nous avions déjà initié en direction du FPI pour son accompagnement. Et c'est ce qui a été fait. Une très grande et bonne nouvelle pour toute la population du Kasaï central, c'est que le DGE vient de me confirmer que le financement est là pour la construction du barrage d'Embombe. Vous savez que le Kasaï central attend ce barrage pour que l'électricité soit donnée sur la ville de Kananga et ses environs. Aujourd'hui, je peux affirmer, parce que le DG me l'a confirmé, que les fonds sont déjà disponibles et que dans quelques semaines, les travaux vont commencer avec ANSER. Et ça, c'est une grande avancée pour nous. Visiblement satisfait, le gouverneur Kamboulou s'est dit réconforté par le dynamisme du management du FPI, des initiatives qui épousent pleinement les priorités provinciales et ouvrent une nouvelle phase de transformation pour le Kasaï central. Le signal est donné, l'industrialisation se rapproche des territoires. Après avoir échangé avec le gouverneur du Kasaï central, le patron du FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, s'est aussi entretenu le mardi 3 mars 2026 dans son bureau avec le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouemba Kapou. Au centre des discussions, l'état d'avancement des infrastructures scolaires et sanitaires financées par le Fonds de promotion de l'industrie dans la ville de Mbuji-Mayi. En même temps, dans la capitale mondiale du diamant, le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindwa, a conduit une mission importante pour évaluer sur le terrain l'évolution des travaux financés par cet établissement public et identifier les solutions idoines pour accélérer leur finalisation. À Kinshasa, le Fonds de promotion de l'industrie poursuit son engagement en faveur du développement des infrastructures sociales dans les provinces. Le directeur général du FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, a accordé ce mardi 4 mars 2026 une audience au gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouemba Kapou. Ce dernier était accompagné de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda Moulenga, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Au cœur des échanges, l'état d'avancement des infrastructures scolaires et sanitaires financées par le FPI dans la ville de Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier. Au même moment, une mission officielle du FPI séjourne dans la ville diamantaire. Conduite par le directeur général adjoint Blaise Mastaki Birindwa, cette mission a pour objectif d'évaluer sur le terrain l'évolution des travaux et d'identifier les solutions nécessaires pour accélérer leur finalisation. Face au directeur général du FPI, le gouverneur Mbouemba Kapou a transmis les attentes et les espoirs de la population de Mbuji-Mayi. Les habitants souhaitent voir ces infrastructures essentielles pour l'éducation et la santé être achevées dans les meilleurs délais afin de renforcer l'offre de services sociaux dans la province. En réponse, le directeur général Hervé Claude Batukonke a réaffirmé la détermination du Fonds de promotion de l'industrie à mener ces projets à leur terme. Il a assuré que les travaux connaissent actuellement une nouvelle dynamique malgré les retards enregistrés par le passé, notamment en raison des difficultés logistiques et de l'enclavement de la ville de Mbuji-Mayi. Selon lui, la mission d'évaluation déployée sur place constitue précisément une étape décisive
pour relancer efficacement les chantiers et garantir leur achèvement dans les prochains jours. Nous avons reçu effectivement l'invitation. Je n'étais pas seul. J'étais avec Monseigneur l'évêque de chez nous, du diocèse de Mbuji-Mayi. Comme nous étions tous sur place, le DGA est en Mbuji-Mayi. Nous avons dit nous faisons d'une pierre deux coups. Quand nous sommes là, nous pouvons rencontrer le DG et parler de vive voix avec les différents projets qui sont exécutés chez nous et financés par le Fonds de promotion de l'industrie. Nous avons échangé avec lui sur le projet de Chipuka, là où il y a la centrale photovoltaïque, de l'évolution des travaux notamment à l'école Kalinda Mudishi et à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. Donc il prend seulement les choses à cœur et bientôt ils nous ont promis, en tout cas pour le moment il sera pratique. Il va travailler avec les entreprises pour l'avancement rapide de tous ces travaux. Une perspective qui semble rassurer les autorités provinciales. À l'issue de l'audience, le gouverneur du Kasaï oriental s'est déclaré satisfait de cet échange avec la direction générale du FPI, se disant convaincu de la volonté de l'institution d'accompagner concrètement la relance de ces projets structurants pour la province. Au Kasaï oriental, le Fonds de promotion de l'industrie renforce le suivi des projets structurants financés dans le cadre des programmes présidentiels de développement. Une mission conduite par le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, a été déployée à Mbuji-Mayi afin d'évaluer l'état d'avancement des infrastructures réalisées dans le cadre du programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et de réduction des inégalités sociales, ainsi que du programme des 100 jours du chef de l'État. Dès son arrivée dans la capitale du Kasaï oriental, la délégation du FPI s'est rendue au gouvernorat de province pour une visite de courtoisie. Reçue par le vice-gouverneur Augustin Kayembe Moulemena, la mission a échangé avec les autorités provinciales afin d'harmoniser les priorités locales avec les interventions du Fonds de promotion de l'industrie. Sur le terrain, la délégation a visité plusieurs projets financés par l'institution. Première étape, la centrale photovoltaïque de Chipuka, située à une vingtaine de kilomètres de Mbuji-Mayi. Cette infrastructure énergétique devait produire 10 MW en journée et 5 MW la nuit pour alimenter la ville en électricité. Mais malgré les investissements déjà réalisés et l'installation de plusieurs équipements, la centrale n'est toujours pas opérationnelle. Face à cette situation, le directeur général adjoint du FPI a indiqué qu'un rapport détaillé sera transmis au directeur général Hervé-Claude Ntumba Batukonke afin d'envisager des solutions pour relancer les travaux. La mission s'est également rendue à l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste des Kanselé où les travaux de modernisation évoluent encore lentement. À l'inverse, l'hôpital général de référence de la Mouya, inscrit dans le même programme, est déjà opérationnel et accueille les patients dans des conditions nettement améliorées. Dans le secteur de l'éducation, la délégation a visité le complexe scolaire du 4 janvier, déjà utilisé par plusieurs établissements primaires, bien que certains travaux de finition restent à achever. Même constat au complexe scolaire Kalinda Mudishi, où les travaux sont désormais à l'étape de finition. Selon les ingénieurs présents sur le site, la livraison du chantier pourrait intervenir dans les tout prochains jours. La mission s'est enfin rendue à la ferme d'Aipen Lukelingue, projet agricole du programme des 100 jours destiné à renforcer la sécurité alimentaire et créer des emplois. Mais sur place, les activités restent suspendues en raison des revendications du personnel liées aux arriérés de salaire. À l'issue de cette mission, le directeur général adjoint du FPI a réaffirmé l'engagement de l'institution à assurer le suivi rigoureux des projets financés. C'est une collaboration entre le FPI et les autorités provinciales. Autant M. le gouverneur et Monseigneur ont été reçus par M. le directeur général du FPI, M. Hervé-Claude Ntumba Batukonke. Autant nous sommes venus, nous avons présenté nos civilités au vice-gouverneur qui fait l'intérim du gouverneur au niveau provincial et qui nous a garanti en tout cas de son soutien. Nous avons apprécié et cela nous a permis de parcourir la ville à la visite de tous les projets soutenus par son Excellence le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Nous avons donc tenu à passer le message clair, c'est que ces projets ne resteront jamais un chantier. Ce sont des projets qui arrivent à leur fin pour la plupart. D'ailleurs, dans 3 mois déjà, nous passerons à des coupures de ruban.
C'est des grandes œuvres. Nous laissons au public le temps de les découvrir au fur et à mesure que cela sera totalement mis à la disposition de la presse. Pour le Fonds de promotion de l'industrie, l'objectif reste clair, garantir que chaque investissement public se traduise par des infrastructures réellement opérationnelles et utiles pour les populations. Passation, exécution et contentieux des marchés publics en République démocratique du Congo, c'est le titre de l'ouvrage porté sur les fonds baptismaux le vendredi 6 mars 2026 au Musée national dans la commune de Lingwala. À travers cette publication, l'auteur de cette réalisation scientifique a scruté l'un des défis majeurs de la RDC, à savoir la consolidation de la gouvernance publique efficace et efficiente pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. C'est un reportage de Marlène Bassoussou Sessakoumou et de Peter Lomadjessa Okoma. Vendredi 6 mars 2026, le Musée national de la RDC a vibré au rythme d'une double cérémonie. D'abord, les baptêmes de l'ouvrage intitulé « Passation, exécution et contentieux des marchés publics en République démocratique du Congo », rédigé par Maître Guy Kabeya Mwanakalala, puis la célébration des 30 ans de l'auteur en tant qu'avocat au barreau de Kinshasa-Matete. En présence de Salomon Toudiéché, ancien procureur général près la Cour des comptes, le professionnel des droits, collègues, juristes, familles, amis et amoureux du savoir, se sont réunis comme un seul homme dans ce conservatoire des arts et métiers de la RDC pour honorer une œuvre majeure porteuse d'espoir pour l'avenir de la gestion des marchés publics au Congo-Kinshasa. C'est déjà du travail bien accompli. Quand je vois l'audience qui est venue, qui a assisté à la cérémonie, ça me va droit au cœur. Et quant à l'apport du livre, comme le titre lui-même le dit, vous savez que les marchés publics sont un domaine très important en matière de commande publique. On ne peut pas imaginer des travaux commandés par l'État, les fournitures commandées par l'État sans passer par les marchés publics. Et or, ces travaux ont un impact sur l'économie en général. Déjà, une route qui est ouverte peut développer tout un coin. Il y a des cas assez précis. Une université qui est construite grâce à la participation de marché, ça permet aussi de bien développer le système éducatif. Donc, c'est un domaine essentiel dans la gouvernance publique. Fort de ces 480 pages, cet ouvrage présenté par Vincent Makaya se veut un guide exhaustif. Il éclaire non seulement les praticiens de la passation des marchés, mais aussi et surtout pour les acteurs, aussi bien du secteur public que privé, intéressés comme candidats soumissionnaires potentiels des marchés publics comme l'exige la loi. Bon, les techniciens, les concernés, les magistrats, les avocats, les experts à la passation des marchés, les chercheurs, les professeurs d'université, les gens qui soumissionnent. Parce qu'on oublie souvent que pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Celui qui achète, donc l'État, et celui qui vend, donc les opérateurs économiques. Donc j'espère que grâce à l'ouvrage, chacun, selon ses intérêts, trouvera quelques solutions. Peut-être pas toutes les solutions. Les solutions importantes, essentielles, ou principale solution à ces préoccupations. Donc ça c'est un peu l'apport que j'espère que l'ouvrage fera selon les cibles. Voilà. C'est le professeur Toumba Loaba qui a porté sur le fonds baptismaux cet ouvrage avec du vin de palme, tradition oblige. Un baptême précédé par les témoignages sur l'auteur et son œuvre. C'est vraiment une grâce et c'est la même grâce, puisse la même grâce accompagner cet ouvrage, que cet ouvrage puisse inonder tous les milieux, puisse produire des fruits et des fruits durables. Nous en avons besoin. Je lui souhaite bonne route
je lui souhaite un bon accueil, en commençant par le cercle des amis qui sont ici présents. Comme il en est des coutumes dans pareilles circonstances, une vente aux enchères de cette œuvre scientifique a sanctionné la fin de la cérémonie avec la commémoration des 30 ans de carrière de l'auteur comme avocat au barreau de Kinshasa Matete. Voyons comment se sont comportés les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le marché de Kinshasa. Et c'est avec Céline Bumba Angelani. Commençons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de Kinshasa avec le gésier, dont un carton de 10 kilos s'achète à 56 000 francs congolais au marché de la Liberté, 54 000 francs congolais à Ziguida et Gambela et 57 000 francs congolais au marché Matete. Pour le produit sec, sachez que le prix d'un sac de riz bébé de 25 kg se vend à 48 000 francs congolais au marché de la Liberté, 49 500 francs congolais à Ziguida et Gambela. Et pour avoir ce même produit au marché Matete, il faut décaisser 49 000 francs congolais. Du côté légumes, le prix d'une boîte de feuilles de manioc appelée en Lingala Pondu s'achète à 3 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Ziguida, Gambela et Matete. Concernant l'huile végétale Rogina produite par l'entreprise Palmco, un bidon de 5 litres se vend à 30 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Ziguida, Gambela et Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec le mangoustan en provenance du Congo central. Au regard de son abondance sur le marché, 4 fruits s'achètent à 1 000 francs congolais au marché de la Liberté, Ziguida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 7 mars 2026 par l'agence Galaxy Media AGEM sur les différents grands marchés de la capitale congolaise. Monitoring du taux d'échange à présent. Le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 6 mars 2026 a affiché $1 américain à 2147,79 francs congolais, un euro à 2494,44 francs congolais, un franc CFA à 3,80 francs congolais et un dirham, la monnaie des Émirats arabes unis, à 615,38 francs congolais. Au samedi 7 mars 2026, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2250 et 2300 francs congolais le billet vert dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Undi, la devise américaine s'est changée à 2100 francs congolais, 2300 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. 2330 francs congolais au centre-ville, précisément au bureau d'échange de mer double. Auprès des opérateurs de télécommunications, le dollar américain revient à 2250 francs congolais. À Butembo, précisément dans le nord Kivu, à Kikwit, dans le Kwilu et à Mbandaka, dans l'Équateur, le billet du pays de Donald Trump s'est négocié à 2200 francs congolais pour $1 américain. Nous avons également retrouvé le même taux de 2200 francs congolais pour $1 américain dans les villes de Bwende, dans la Chouapa, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, à Kolosi, dans le Alaba, ainsi que à Gbadolité, dans le nord Ubangi. Cependant, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays, parmi les provinces contactées, a été observé ce week-end à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, où $1 américain a valu 2250 francs congolais. Les nouvelles à présent des cours des principales matières premières sur le marché international, c'est avec Didi Mavambo Nombo Lopepe. Les cours du pétrole sont en hausse avec une offre réduite à cause de la guerre au Moyen-Orient qui paralyse les flux d'hydrocarbures en provenance du Golfe et fait peser des risques sur les infrastructures énergétiques de la région. Ainsi,
Le cours de l'or noir à New York a grimpé de 8,94% en se négociant à 85,93 $ le baril, et à Londres, il a augmenté de 5,91%, valant 89,29 $ le baril. Baisse par contre du cours du cuivre de 0,92%, négocié à 12 841 $ la tonne. Le prix de la tonne du cobalt se situe autour de 56 290 $. Celui de l'or a connu une hausse de 0,12%, coûtant 5 090,34 $ l'once. Côté principaux produits céréaliers, le cours du maïs a bouclé la semaine en hausse de 0,57%, valant 444 $ la tonne. Le coût de la tonne du riz paddy, c'est-à-dire non décortiqué, s'est fixé à 10,43 $. Celui du blé s'est maintenu à 580 $. Et le cours du cacao a chuté de 0,17% en se négociant à 2 963 $ la tonne. Selon Ecofin, après 3 campagnes consécutives de déficit de 2021-2022 à 2023-2024, le marché mondial du cacao est entré dans une phase de surplus. Le renchérissement des produits finis a dissuadé les consommateurs, entraînant un recul de la demande mondiale de l'or brun. Ici prend fin à ce magazine Fiscalité et Développement. Merci pour votre attention soutenue. Ce sera avec le même et réel plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.